Il est 10h50, bonjour à tous, soyez les bienvenus, vous êtes pile à l'heure pour partir sillonner nos régions et dégoter des bons plans, parler bien-être, faire de belles rencontres et découvrir de belles initiatives aussi. Comme par exemple celle menée par cette brosserie dans l'Oise. C'est une société qui a dû se réinventer pour survivre. Aujourd'hui, elle fabrique des brosses à dents et grâce à des idées futées, vous allez le voir, elle a su s'imposer. On rencontrera également un maître parfumeur dans les Alpes-Maritimes. Il va lui-même cueillir des roses pour créer des parfums, des odeurs. On découvrira ensemble ce métier peu commun. Et tout de suite, on vous aide à trier vos placards, ou plutôt à bien jeter. Vos encombrants peuvent parfois resservir. Ne les mettez plus directement à la poubelle. Non, vous pouvez vous en débarrasser, mais intelligemment. Comment ? C'est l'objet de notre instant pratique. Comment ne plus jeter n'importe quoi, n'importe où? Aujourd'hui, l'instant pratique vous livre 3 pistes pour vous séparer intelligemment de votre superflu en le donnant, en le vendant, chez vous ou sur le net, pour qu'il ne se perde pas et rapporte un peu. Travaux, déménagements, grands rangements décennal, vous voilà à la tête d'un bric-à-brac dont vous ne savez que faire. La solution, un vide-maison. La différence avec le vide-grenier, c'est que le vide-grenier, ça demande des autorisations préfectorales, etc., qu'on n'a pas au niveau du vide-maison. Chaque habitant fait une demande d'autorisation de déballage, mais chez lui, donc administrativement, c'est quand même moins lourd. Dans ce village bourguignon, ce jour-là, le vide-maison tourne au vide-village. Plusieurs familles ont choisi le même jour pour brader. C'est plus sympa et c'est plus pratique d'accueillir les gens dans les espaces privés. Et puis nous, ça nous fait rencontrer plein de gens, des voisins ou des presque voisins qu'on ne connaît pas. Et puis voilà, on a aussi beaucoup plus de place que sur un vide-grenier classique pour sortir tout notre bazar. Un concept qui permet de faire le vide dans vos placards et de remplir votre porte-monnaie. Dès 7 h du matin, c'était les professionnels qui étaient là déjà. On avait à peine ouvert qu'ils venaient fouiller dans la grange. Et si, comme cette jeune femme, vous lisez beaucoup, beaucoup trop pour la capacité limitée de vos rayonnages, vous pouvez désormais revendre les volumes trop encombrants en quelques secondes. Ça fait un gain de place et puis au moins c'est direct. J'attends pas que quelqu'un me le rachète, me pose des questions dessus. La start-up qui vient de racheter les livres prend à sa charge l'envoi et paie chaque volume de 1 à 3 € sur le champ. Le marché des livres d'occasion, c'est 850 millions d'euros, donc on lit beaucoup en France, et tant mieux. Après, oui, c'est un pari risqué parce que c'est un secteur où il faut faire beaucoup de volume pour en vivre. Et de la même manière que vous les vendez, vous pouvez en racheter sur la même plateforme. Un livre sur 5 est aujourd'hui acheté d'occasion. J'ai plutôt tendance à garder, mais là, le dressing se charge, donc si je peux le vider et en faire profiter des gens, c'est plutôt sympa. Donner en achetant. Emmaüs y a pensé pour vous. Les compagnons se sont associés un peu partout en France avec des boutiques de prêt-à-porter. Voilà. Donc le sac et d'accord, mais je vais regarder parce que j'ai des choses. Lorsque vous faites une emplette, vous récupérez un sac où vous allez fourrer ces vêtements qui encombrent vos armoires, puis les ramener en boutique. C'est plus agréable que de les jeter, on ne sait trop où. J'ai pas vu de conteneur à côté de chez moi du tout. Donc le fait de passer et de voir l'affiche, voilà. Le dressing du cœur récupère ainsi une partie des 500 000 tonnes de textiles jetés chaque année. Souvent, les clientes ne savent pas où exactement remettre leurs vêtements. Là, nous, on fait une bonne opération dans ce cas-là. Et puis, on fait aussi connaître la boutique. Et le fait aussi que ce soit remis à Emmaüs de la région. En somme, rien de ce qui vous encombre n'est inutile. Vous pouvez transformer votre domicile en brocante, vendre et acheter vos livres d'occasion et donner des vêtements en faisant vos achats. Recycler, réutiliser les matériaux, c'est également la priorité de l'entreprise que nous allons vous faire découvrir ce matin. On part dans l'Oise pour pousser la porte de la brosserie française. Cette société qui emploie une trentaine de salariés conçoit des brosses à dents. Elle a connu des hauts et des bas, mais si aujourd'hui elle est parvenue à dépasser ses difficultés, c'est grâce, vous allez le voir, à des idées de génie. Bienvenue à Beauvais, en Picardie. Bienvenue chez le dernier fabricant français de brosses à dents. Une usine rescapée, dirigée par un homme fourmillant d'idées. Alors je vous ai ramené un petit peu des exemples de ce que l'on fait.
On a des brosses à dents qui sont très diverses. Et entre autres, on a fait des partenariats avec le Vendée Globe. Et aussi, encore récemment, avec le FC Chambly. Et là, c'est le petit club national. Et là, on a vraiment un clin d'œil avec le local. Vous êtes un fan de brosse à dents à la base? C'est un objet qui vous interpelle? Au départ, personne n'est fan de brosse à dents parce que c'est un objet du quotidien. Sauf qu'on essaye de réinventer le segment, de l'égayer, de le dépoussiérer. La poussière, les 11 lignes de machines n'ont pas le temps d'en prendre. Elles sortent 8 millions de brosses par an. Coupe des poils, arrondissement des pointes. Les mécaniques dansent devant Angélique, une ouvrière avisée. Moi, ça va faire 30 ans que je suis là au mois d'avril. Je vais avoir ma médaille de vermeil. On a connu des licenciements et franchement, ça a été terrible. On n'a jamais baissé les bras, on est toujours... notre travail, c'est notre travail, c'est notre fierté, ça vient du cœur. C'est ma vie en France aussi, c'est ça. Ici, en 1920, voici comment on fabriquait les brosses à dents, à cheveux et autres. Des soies de porc étaient délicatement travaillées. Les manches en bois percées avec dextérité. Et l'empoilage mécanisé, mais pas automatisé. L'entreprise s'appelle alors Labrosse et Dupont. Sa création remonte à 1845. Du site historique, il ne reste plus aujourd'hui que cette façade. C'est ici que tout a démarré, sur cette entreprise qui agglomérait tout un tas de métiers autour de la brosserie. C'était plus de 2000 emplois à la belle époque, 6000 emplois sur la totalité de la vallée du Terrain. Et aujourd'hui, quand on regarde avec la brosserie française et sa marque Bioseptile, c'est une trentaine d'emplois. Face aux Chinois et au prix de la grande distribution, l'usine n'est plus compétitive. Elle est vendue 2 fois et termine en redressement judiciaire fin 2011. Olivier est alors le directeur industriel du site. Il décide de racheter l'entreprise. Mon âme d'industriel me dit on ne peut pas rester dans cette situation-là. Il y a dans d'autres pays européens des métiers qui ont su être préservés sur la fabrication de brosses à dents. Pourquoi on n'y arriverait pas? Avec sa marque Bioseptile, la brosserie française se relance sur Internet. Elle prend un pari en lançant un dispositif inédit, l'abonnement. Synonyme pour l'entreprise de vente régulière et pour le client, d'une hygiène au poil. Les premiers clients, quand on regarde dans l'histoire de nos ventes par abonnement, c'est mon épouse et celle de mon associé. Il a fallu déjà convaincre dans son périmètre proche. Et aujourd'hui, on affiche fièrement 34 000 clients sur notre site de vente en ligne. Les abonnements en seraient une part importante. Hugo San fait partie des abonnés. Il habite Beauvais, mais il a découvert Bioseptile au salon du Made in France à Paris. Tous les 2 mois, on change les têtes. Personnellement, je roule avec des engins français, les vélos Solex, 4L, voilà, anciens surtout. Et j'aime bien tout ce qui est fabriqué en France. Pour la qualité d'une part, et aussi pour faire de l'emploi, faire travailler les gens en France, voilà. Un autre argument a séduit Hugues, l'écologie. On coupe les parties qui sont récupérables, on met dans l'enveloppe. C'est une enveloppe qui est affranchie, et donc après ça, on poste ça directement dans une boîte à lettres de la poste. Le plastique renvoyé à l'usine sera broyé et remoulé en protection de tête. C'est le second axe stratégique de la brosserie française. Éclairage LED, électricité verte, réutilisation des cartons, l'éco-citoyenneté est au cœur de toutes les décisions, y compris dans le choix des matériaux. C'est un manche de brosse à dents qui est fait essentiellement à base de coquilles Saint-Jacques dans des produits naturels. Les brosses à dents à base de maïs, nos brosses à dents à base de liège, nos trousses qui sont des trousses à base de bâches publicitaires. Après Internet, Bioseptile est désormais vendu en magasins réels et bio, dans les 2 réseaux leaders du secteur, 650 points de vente, mais aussi chez 500 indépendants. Grâce à cette commerciale recrutée il y a 1 an, l'entreprise exporte même en Suisse, en Espagne et jusqu'en Asie. Le Made in France peut faire la différence, par exemple, sur des pays comme la Chine, où eux, il y a eu énormément de scandales et ne veulent pas consommer, la classe supérieure qui a les moyens, ne souhaite plus consommer des produits chinois. C'est un recommencement au quotidien. Tous les jours, on se repositionne, tous les jours, on réinvente de nouveaux matériaux, tous les jours, on essaye de s'affranchir de la filière pétrole. Et je pense qu'on a trouvé notre voie. L'an dernier, le chiffre de la brosserie française a grimpé de 20%. En recrutant bientôt un nouveau commercial, l'entreprise compte grandir autant en 2018.
C'est ce qui s'appelle être dans une belle dynamique. Allez, c'est l'heure de l'instant dossier, cet instant où l'on prend le temps d'approfondir des sujets de société. Et ce matin, on s'intéresse à l'interdiction du glyphosate. C'est ce pesticide de synthèse, c'est-à-dire composé à partir de réactions chimiques et qui serait dangereux pour la santé. Les jardiniers amateurs ont jusqu'au 1er janvier prochain pour s'en débarrasser. Les agriculteurs, eux, jusqu'en 2021. Mais quelles sont les alternatives possibles? Eh bien, on fait le point à Couffé, c'est en Loire-Atlantique. Notre pays compte 20 millions de jardiniers amateurs qui sont les plus gros consommateurs de désherbants chimiques proportionnellement aux surfaces cultivées. À partir du 1er janvier 2019, ils vont cependant devoir s'en passer. Denis Pépin est une référence du jardinage naturel. Pour éviter les plantes indésirables, dans les potagers, il préconise le paillage. Ça va maintenir l'humidité du sol et en se décomposant, ça va continuer de nourrir la vie du sol qui améliore la terre et qui en même temps nourrit les plantes. Ce petit temps passé à pailler, c'est gagner en entretien multiplié par 10 par la suite. Pour l'agronome, les produits à base d'acide acétique ou pélargonique vendus dans les rayons bio ne sont pas satisfaisants. Ils attaquent les feuillages, mais pas les racines, et peuvent endommager les sols à forte dose. Quant au gros sel et au purin d'ortie, le constat est sans appel. Alors ce sont vraiment des solutions à ne pas utiliser parce que le gros sel est toxique pour le sol, toxique pour les plantes. Le purin d'ortie amène beaucoup d'azote qui, en excès, ça devient aussi dangereux. Ça sensibilise les plantes aux maladies et ravageurs. Pour des allées sans mauvaises herbes, Denis Pépin conseille d'installer une couche de géotextile recouvert de paillis. Pour les terrasses et autres surfaces minérales, le meilleur remède reste celui de grand-mère, à savoir l'eau bouillante. Sur les petites plantes à désherber, c'est radical, ça les tue immédiatement. Nous, ça fait 20 ans qu'on le fait autour de la maison et puis on n'a pas l'impression que c'est particulièrement envahi d'herbes indésirables. L'eau chaude, c'est aussi la méthode choisie par la ville d'Ureux qui a opté dès 2013 pour le zéro phyto comme 302 autres communes bretonnes. Depuis, les employés ont remplacé la binette et les produits chimiques par cet engin. Sur le temps de travail, on gagne du temps. Puis on n'a pas de rejet, donc on n'a rien à récupérer, donc moins de fatigue. Cette désherbeuse est une des premières machines conçues par Jean-Pierre Barre. Cet ancien vendeur de produits phytosanitaires a anticipé l'interdiction du glyphosate. Son invention, sortie en 2009, est aujourd'hui un modèle de vertu écologique. Le Molène est une machine donc multifonction sur laquelle on a une réserve d'eau. Donc on va mettre avec de l'eau de récupération, de l'eau de pluie, de l'eau de bassin. Le véhicule est entièrement électrique, c'est-à-dire qu'on va avoir un circuit, cette eau va rentrer dans une chaudière et gérée par un automate. Et on va sortir à une température proche de 120 degrés. En 3 ans, l'entreprise a multiplié son chiffre d'affaires par 5 et est désormais leader européen. Une progression qui n'est pas prête de s'arrêter là, puisqu'Oeliatech a développé une désherbeuse adaptée à l'arboriculture, au maraîchage et à la viticulture, des activités très consommatrices de pesticides. Il n'existe pas aujourd'hui de produit de substitution au glyphosate. Pour se passer de l'herbicide, les professionnels doivent donc adapter leur méthode de travail. C'est ce qu'a fait Jean-Christophe Richard il y a déjà 20 ans. Cet éleveur bio installé à Couffé, en Loire-Atlantique, pratique la rotation des cultures. Il s'appuie aussi sur ses bêtes pour désherber. Nous n'utilisons pas de glyphosate parce que la prairie, nous la faisons évoluer sur plusieurs années en alternant le pâturage et la fauche mécanique. Et du coup, ça nous permet de nous débarrasser des autres plantes qui ne nous intéressent pas. La fin du glyphosate reste une source d'inquiétude pour les grandes exploitations qui pratiquent la monoculture. Mais les innovations comme ce robot désherbeur, co-développé par l'entreprise ligérienne Citia, offrent des perspectives écologiquement encourageantes. L'instant R continue un peu plus de 11h. Nous sommes vraiment heureux de vous accompagner ce matin. On va tester le stand-up paddle. Vous connaissez sûrement, ce loisir connaît un immense succès. On prendra une planche et une rame et on en fera sur le doux, ça c'est moins courant. On restera sur l'eau pour embarquer sur de plus grosses embarcations, sur des chalutiers à 7. La filière manque de bras, l'une de nos équipes a suivi le quotidien de ces pêcheurs. Auparavant, on va découvrir un autre métier peu connu, celui-là, maître parfumeur. On part à Grasse, dans les Alpes-Maritimes, et vous allez le voir, tout commence dans les allées d'un jardin. D'abord déambuler, puis laisser le regard vagabonder. Au bout de cette flânerie, humer, avant de songer à une suite de notes. Poudrée, nacrée, cette rose flatte l'œil, mais c'est un trompe-nez.
Cette rose-là n'a pratiquement pas d'odeur, mais disons que les gouttes de rosée, de pluie sur les pétales, tout ça peut évoquer des odeurs. Et parfois, moi, j'essaye de retraduire ça avec des notes aquatiques, des notes plus éthérées, plus subtiles. L'odeur de la couleur, c'est comme ça qu'il travaille, par image mentale, par connexion. De souvenirs en voyage, Michel Rudnicka s'est construit une bibliothèque d'émotions, une bible olfactive. C'est ici, près de Grasse, que tout a commencé, dans ce jardin où il est presque né. 1947, son père, Edmond Rudnicka, choisit de s'installer sur ce sol caillouteux, aspéracède. Un terrain nu, accidenté. Rudnicka père a tout planté. Plus tard, son fils l'a aidé. Vous avez là un érable japonais, derrière il y a un mimosa qui n'a jamais gelé, contrairement à tous les autres, qui pousse en plus dans le calcaire, ce qui est absolument incroyable. Un jardin des miracles, berceau de bien des parfums de la famille. Ce parterre de muguet a inspiré au père l'un des plus grands succès en parfumerie. Ce que la nature inspire, il faut d'abord parvenir à le traduire en formules chimiques. Avec un coup d'œil rapide, en voyant les notes essentielles, j'ai déjà l'image mentale, l'image olfactive de la composition. De même qu'un musicien, quand il voit une partition, il entend sa musique. Note de tête, note de cœur, note de fond. Le dosage est délicat. Donc je sens la première. L'accord parfait s'obtient les yeux fermés. À sa composition, le créateur attribue parfois un rôle. Le parfum prend le pouls de la peau qui le porte. Mai 68, les sauvageons sentent bon. L'eau sauvage représentait justement une nouvelle parfumerie, beaucoup plus épurée, beaucoup plus sobre, orientée vers la nature, vers quelque chose de plus authentique. Et toute la jeunesse, à cette époque-là, se parfumer à l'eau sauvage, c'était presque une façon d'affirmer justement ces nouvelles valeurs. Témoin de son époque, le parfumeur ne prétend pas faire de politique. C'est un militant poétique. C'est l'idée que défendait son père, qui à la fin de sa vie composait sans rien sentir, comme Beethoven composait sans rien entendre. Privé de sens et en donner, en voilà de l'art. Alors ce métier-là est plus connu, pêcheur, et pourtant il n'attire pas les foules. La France en compte plus d'1 500 000. Mais la profession manque de volontaires et pourtant les professionnels vous le diront, ce métier, quand vous l'adoptez, vous ne le quittez plus. Alors, pour se rendre compte du quotidien de ces marins, l'une de nos équipes en région a embarqué très tôt le matin à bord d'un chalutier familial, Cap-sur-Sète. 3 h du matin, l'heure des pêcheurs à Sète. Le Georges Lucien va prendre le large. Il fait super beau avec la lune, c'est magnifique. Quand c'est calme. C'est la mer, tu t'en vas, tu vois personne qui t'emmerde. Thibaut et son père pêchent ensemble depuis plusieurs années avec l'aide de 2 matelots. L'équipage se connaît bien et travaille en osmose. Et bientôt Thibaut, le plus jeune d'entre eux, prendra définitivement les manettes du bateau. C'est bien, je prends la relève de mon père parce qu'il est content que ce soit moi, quoi. Thibaut, c'est l'avenir, mais les jeunes comme lui se font rares. Les conditions de travail en inquiètent plus d'un. C'était le cas pour Anthony quand il est devenu matelot, il y a 10 ans. Au début, c'était pas évident, hein. Même moi je me demandais si j'allais tenir. Et à force, c'est un rythme qu'on prend et on prend l'habitude. Hein. On prend l'habitude, c'est pas plus dur qu'un autre métier. Un métier un peu spécial quand même, avec des nuits en pointillés, des journées de 15 heures en mer par tous les temps, et puis surtout, il faut aimer avoir les mains dans le poisson. Le meilleur moment, c'est quand on remonte le filet. C'est un moment de stress pour savoir ce qu'il va y avoir dedans, mais après, même s'il n'y a pas grand-chose, c'est toujours plaisant. Des galères, Gascon, Merlan. À chaque fois que le filet remonte du fond, 20 à 30 espèces différentes se débattent dans ses mailles. La prise est déversée sur le pont en vrac, ensuite il faut faire le tri, bac par bac.
État du poisson, zone et heure de pêche, toute l'activité à bord doit être scrupuleusement déclarée. Tout ce qu'on a en bac, c'est là. Ça fait une traçabilité de chaque bateau. Mais tous les bateaux français, même les Espagnols, les Italiens, tout le monde a ça. Tous les bateaux européens ont ça. Pascal Germain navigue depuis 35 ans. Il a connu les beaux jours de la pêche en Méditerranée, mais depuis une dizaine d'années, ça se gâte. La flotte des pêcheurs sétois a été divisée par 2. Il ne reste plus qu'une quinzaine de bateaux en activité. Malgré ce contexte difficile, son fils ne renoncera pas au métier. Vous pouvez pas faire autre chose. Ah ouais. Depuis tout petit, je vais à la mer. Et j'aime que ça. Mon fils, il reprend l'exploitation familiale, ça c'est une grosse fierté. Maintenant, au niveau de toutes les contraintes, au niveau de l'Europe, de tout ce qui est en train de venir sur la pêche, c'est un gros souci pour lui pour l'avenir. La ressource se fait de plus en plus rare. Pour la protéger, à la demande des pêcheurs, une période de repos biologique a été mise en place par arrêté ministériel. Mais pour certains comme Pascal, ce n'est pas suffisant. Tous les ports de Méditerranée arrêtés pendant un mois et faire un bilan au bout d'un mois pour voir ce qui se passe. Si on ne fait rien aujourd'hui, d'ici 20 ans, pour moi, je pense qu'il n'y aura plus de pêcheurs en Méditerranée. Ou très peu, juste une poignée, pour faire un peu de folklore, comme une mer morte. Retour à la criée après 14 heures en mer, Pascal et ses hommes ramènent 500 kilos de poissons, une bonne journée. Tous sont payés à la semaine. Dans ce métier, il n'y a pas de fixe et la rémunération peut varier du simple au triple. Et si ce métier vous tente ou si vous voulez en savoir plus sur la filière, il y a ce site, regardez, fédérationpêche.fr. Du chalutier, on passe au paddle. Pas grand-chose à voir, c'est vrai, si ce n'est l'eau. Le stand-up paddle, un loisir qui a le vent en poupe et pas besoin de vivre au bord de la mer pour en faire, non. À Besançon, par exemple, on rame directement sur le Doubs. Regardez. Depuis une dizaine d'années, on a pris l'habitude de les voir avancer sur l'eau, sur la mer, comme sur les lacs. Sur le Doubs, c'est plus rare. Et pourtant, faire du paddle à Besançon, c'est possible, et c'est même bien, y compris quand on manie la pagaie pour la première fois. C'est vraiment agréable, c'est super sympa, c'est pas forcément évident au début de prendre son équilibre, mais après ça vient assez vite et l'impression de flotter sur l'eau, c'est vraiment c'est bien. Le paddle a désormais son club, grâce à Laurent. Venu à la discipline il y a 3 ans, il a appris la rivière, comme il dit, et avait envie de partager sa passion. On a un magnifique spot qui peut changer en fonction de l'endroit d'où on part. Il y a plus de 30 km de rivières navigables praticables. Et puis c'est une pratique qui se démocratise. Vous avez vu, l'équipement c'est simple. Ça tient dans un sac à dos, une pagaie, 2 parties, et hop, on gonfle et on profite du spot. Ok, donc là, tu as déplié le paddle du sac, impeccable. On vérifie s'il est bien. Il est loin, le temps où les planches étaient taillées dans des troncs d'arbres pour explorer les lagons polynésiens. Désormais, le paddle est gonflable et s'achète un peu partout. Lise vient de craquer. Première mise à l'eau. Il n'y a pas d'appréhension, mais je sais que je vais certainement avoir l'air ridicule. Mais c'est pas grave, ça ne tue pas a priori, donc voilà. En 10 minutes, on est opérationnel. 1 heure, on sait faire des manœuvres, comme c'est le cas aujourd'hui. Et puis après, la perfection, elle s'acquiert tous les jours. Mais un bon paddleur, comme on a des champions français, internationaux, il faut quelques années après pour améliorer le geste. Premières impressions, un peu mouillées. Oui, un petit peu mouillé, effectivement. Je manque encore de stabilité, parce qu'il faut trouver ses marques entre pagayer à droite, pagayer à gauche, mettre les pieds en arrière, mettre les pieds en avant, arriver à tourner. Mais voilà, on finira par s'en sortir. Hein. Dans les années 50, à Hawaï ou en Californie, on utilisait le paddle pour encadrer les surfeurs ou surveiller les baigneurs. Oui, on voit mieux quand on est debout. Sur le Doubs en 2018, le paddle, ça permet juste de randonner autrement. C'est une vraie joie,
comment dire, c'est la pleine nature et le silence. Enfin, le silence, on rigole aussi, hein, mais c'est calme, ça déstresse. Enfin, moi qui ai un boulot un peu speed comme ça, je suis contente de faire du paddle pour ça. Je reviens zen. J'ai fait un petit passage au Mexique et j'ai essayé le surf. Et en revenant en France, pour surfer en Franche-Comté, c'est un peu compliqué. Alors c'était la chose qui m'a la plus proche, et surtout pour travailler l'équilibre. Donc je me suis dit, je vais acheter un paddle, et c'est venu comme ça en fait. En rivière, la discipline est en plein essor. DoPaddle est passé en un an de 15 à 61 adhérents et compte bien grandir encore. Merci de votre fidélité à l'Instant R. Demain, je serai là à 10h50 sur France 3 pour faire le tour de nos régions. On parlera bien-être, pratique aussi, et je sais que je vais vous parler d'un sujet qui va vous intéresser. Je vais vous donner 2-3 trucs pour refaire votre garde-robe sans vous ruiner, et attention, avec des marques de luxe. Si. Allez, à demain. Bonne journée à tous.